Ben, nous, on tenait à ce que le film soit vraiment cadré de façon classique. On trouvait que on voulait donner une facture vraiment classique au film. On voulait aussi que la direction artistique soit juste. Moi, du côté des comédiens, mais j'avais écrit le scénario pour des comédiens ou des comédiennes que je pressentais, avec qui j'avais déjà travaillé. Et puis j'ai écrit aussi en pensant à d'autres acteurs avec qui jamais j'avais travaillé. Donc, ce qui fait qu'on a une pléiade d'acteurs. Pour un film à petit budget, avoir autant de vedettes, là, c'est assez rare. Roy Dupuis, Michel Barrette, Céline Bonnier, Rémi Girard, tout ça, tu sais, Hélène Bourgeois-Leclerc, etc. Ça. On voulait pas, d'autant plus qu'on était formé par le cinéma traditionnel, on voulait pas que le film ait l'air d'un clip. Moi, le style clip, ça m'énerve un peu. Ouais, ben, je suis un indépendant. J'ai tourné mon premier long-métrage. Je pense que j'ai commencé le tournage. J'avais 19 ans, mon premier long-métrage. Et puis j'avais tourné avant, à 18 ans, un premier court-métrage. Tu sais. Donc, je viens tout à fait... Le show d'eau frette, vous aviez 19 ans? Non, je parle du retour de l'Immaculée Conception. Après, j'ai fait Bar Salon, en Super 16 noir et blanc, et l'eau chaude de l'eau frette, j'avais 27 ans. Ouais, j'espère que les gens vont aller voir l'histoire, parce que aussi... Moi, c'est quand même de raconter une bonne histoire. Tu sais, sans s'embarquer dans l'histoire, c'est une histoire de jalousie est vraiment importante, où une petite fille en est la victime au point de souffrir de mutisme. Puis arrive un Irlandais qui s'aperçoit que l'enfant a réagi à sa propre langue maternelle, c'est-à-dire le gaélique. Alors, la petite fille va réussir à s'ouvrir au monde avec une langue menacée. Il y a comme un parallèle qu'on pourrait toujours faire entre la situation québécoise actuelle et cette époque-là. Écrire pour le cinéma, ça demande des assez longues réflexions, puis des fois, tu as des idées avec lesquels tu vas jongler, qui peuvent prendre 1 mois et demi, 2 mois à aboutir, puis des fois, tu sais, ça tombe tout de suite comme ça. J'aime mieux, dans le fond, travailler comme indépendant, avec des plus petits budgets, que de vivre avec un producteur qui est pas plus un producteur que moi et qui ne fait que gérer les fonds institutionnels. Je pense que tous les cinéastes, qu'on soit plus ou moins indépendants ou qu'on fasse même des choses de commande, on devrait savoir que ces gens-là nous inféodisent, qu'ils administrent des sommes d'argent qui viennent de l'État. Et c'est pas rare de voir que dans un long métrage, t'as 45% d'argent que le producteur se met dans ses poches. 15% en administration et en production,
un 10% d'imprévu, un 10% de coussinet, et souvent l'administration coûte plus cher. Alors le producteur, dans le fond, actuellement, se fout du box-office qu'un film va faire. Sauf peut-être des gars qui ont, à mon avis, de l'envergure, des gars comme Frappier, peut-être. Alors, c'est assez malheureux qu'on en soit là. L'État donne son argent au compte-gouttes, ce qui fait que les banques sont favorisées. C'est-à-dire, ils disent on te vote 500 000, mais tu vas emprunter à la banque pour récupérer ton 500 000. Alors là, à ce moment-là, les banques nous chargent des frais d'avocat pour voir si on est solvable, nous chargent un intérêt X, etc. Donc, c'est pourquoi pas injecter l'argent directement plutôt que de passer par ce processus farfelu et inique qui fait que l'argent va pas sur l'écran. Tu sais.